Et bonjour à tous, bonjour à toutes dans ce nouvel épisode de The Triplay Podcast, épisode consacré comme d'habitude au Group of Five. Et comme d'habitude, je suis avec Geoffrey. Geoffrey, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Maxence, et toi? Bah écoute, ça va nickel. La saison avance, hein. On est déjà la week 8, la week 8 vient de se terminer et on attaque la 9e week le week-end prochain. Donc ça y est, on est en plein milieu de la saison. Et, euh, Et quelle saison, de manière générale, c'est vrai que tu en parlais la semaine dernière, que c'était une saison que tu appréciais beaucoup. Ben honnêtement, c'est vrai, quelle saison, on a vraiment de très beaux matchs et en Power 5 et en Group of 5, donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est une saison très sympa. Bon, la semaine dernière, on n'avait que Army qualifié en ball dans le group of five et on vous en parlera rapidement avant de parler des playoffs des autres qualifiés en ball du group of five. Il commence à y en avoir un bon paquet, donc Ouais, et c'est puis cool. des éliminés aussi, hein, des équipes pour lesquelles la saison se terminera, quoi qu'il arrive, fin novembre, puisqu'il y en a Oui. aussi qui malheureusement sont dans le mauvais, le mauvais côté de l'histoire. Tout Eh à ben, fait. on va commencer sans plus tarder avec la première conférence, l'American Conference. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de placer Atlantic Conference, mais non, c'est bien l'American Athletics Conference. Et on va parler des académies militaires, Geoffrey. Ouais, Army et Navy continuent de démolir l'américaine, hein. Toujours invaincu donc pour les deux académies, donc Army en 7-0, Navy en 6-0, donc Navy qui se qualifie en bowl. C'est pas arrivé depuis 1926, donc c'est encore plus vieux que la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour vous montrer à quel point c'est exceptionnel. Army a facilement gagné son match contre UAB, hein, les Blazers qui sont en difficulté cette année, 45-28 en se relâchant dans le dernier quart-temps. Ils ont vraiment dominé le match. Bryson Daly fait un match exceptionnel. 147 yards et un touchdown à la passe et 171 yards et 5 touchdowns à la course. C'est tout simplement fantastique, hein, et il rentre Ouais, dans les candidats au Iceman de façon sérieuse. Il en est à il en est à 18 18 ou, touchdowns à la course. 18 ou 19 touchdowns à la course et 7 à la passe pour un quarterback d'Army, c'est pas mal. Ouais, C'est et ça, d'ailleurs, 19 touchdowns à la course il et est à 900 19 yards. touchdowns. Ouais. Et Ouais. 7 touchdowns à la passe, donc ouais, c'est tout à fait sérieux, ainsi que 900 yards au sol. Alors, bon, c'est pas. En termes de yards, c'est moins élevé que Ashton Gianti, mais 19 touchdowns, je pense que c'est le leader en college football à l'heure actuelle, je Ou suppose. en termes de touchdown à la course, oui, c'est le numéro en termes de touchdown à la course avec 19 touchdowns. Après, bien sûr, les yards à la course, ça c'est Ashton Genty de ce côté-là. Et ce qui est sûr, c'est que Bryson Daly a battu un record. Jamais un joueur chez Army n'avait marqué 19 touchdowns à la course sur une saison. Donc, il est à la mi-saison, il a déjà battu ce record, qui est quand même un record très significatif dans l'histoire d'Army. Il est en train de réaliser la meilleure saison à la course de l'histoire d'un joueur à Army. Et le match, par exemple, petite coquille que j'avais laissé, mais c'était pas contre UAB, c'était contre East Carolina. UAB, c'était la semaine dernière. Ah oui, Oui, désolé. oui, c'est juste que je. Non, c'est moi qui ai pas fait la correction. Donc effectivement, ouais, Army qui continue à dérouler offensivement avec une victoire 45-28. Ils se sont relâchés en fin de match, ils encaissent un 21-7 sur le dernier quart-temps. Eux qui avaient jusqu'à présent maintenu leurs adversaires autour des 10 points, bon, ils ont laissé East Carolina en marquer 28, mais sans conséquence. Et la saison parfaite continue pour eux, qui sont bien sûr la meilleure équipe à la course du pays, puisqu'ils sont à peu près, ils sont autour des, si je dis pas de bêtises, ils sont autour des
300 yards presque 400 yards par match. Ouais, ils sont à 360 yards par match à la course. Donc, ils continuent d'être cette équipe-là très, très axée sur la course, mais comme tu disais, avec aussi un jeu de passe, Bryson Daly, qui est à 600 yards à la passe et 7 touchdowns pour 0 interception. Donc, pour un QB d'Army, il est sur des très bonnes statistiques à la passe. Oui, et puis surtout, 0 interception, ça fait qu'il n'y a pas de turnover. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de fumble non plus. Donc, Army qui perd pas beaucoup le ballon, qui de leur côté, eux, arrivent à forcer des turnovers. Et ensuite, de toute façon, ils contrôlent la cloque, parce qu'ils ont pratiquement à tous les matchs, ils font un yard 9 minutes, un drive de 9-10 minutes. Donc, pendant ce temps, l'adversaire a pas la 37 balle. minutes de possession. 37 minutes de possession sur ce match-là. C'est assez fou. Ouais, on avait même à penser qui peut venir les chercher dans leur calendrier de conférence, parce qu'il y a un match qui arrive contre Notre-Dame, mais pour le reste du calendrier de conférence d'Army, ça sent quand même bon la finale de conférence, puisqu'il ne leur reste que 2 matchs de conférence à jouer contre North Texas et UTSA. Donc clairement, après il reste un match contre Air Force, Notre-Dame et Navy, mais Navy aura lieu après la finale de conférence et ne compte pas, puisque de toute façon il a lieu après la finale de conférence. Donc il leur reste plus que 2 matchs, ils sont déjà en 6-0 au niveau de la conférence. Donc franchement la finale leur tend les bras aux Black Knights. Tout à fait. Pendant ce temps, Navy affrontait Charlotte, qu'ils ont battu 51-17. Ils ont forcé 5 turnovers avec 4 interceptions et un fumble. Blake Horvat continue sa belle saison. C'est un peu moins impressionnant que Bryson Daly, mais 117 yards et 3 touchdowns à la passe, ainsi que 56 yards à la course. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu un TD défensif pour les Midshipmen. Donc, oui. Ils ont pas, de toute façon, avec tous ces turnovers, ils n'ont pas énormément de yards au total, mais de toute façon, ils ont toujours eu des bonnes positions sur le terrain, donc c'était facile. Ouais, effectivement, puisque à chaque fois, ils récupéraient la balle dans le camp de Charlotte, donc forcément, il y avait moins de. Par exemple, typiquement, il y a un moment donné, ils récupèrent la balle sur les 17 yards de Charlotte, enfin, donc des fois sur les 45 de Charlotte. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de yards à parcourir à chaque fois, Navy. Et belle victoire de leur part, 51-17. Mais eux, ils vont avoir un gros morceau la semaine prochaine, puisque c'est Notre-Dame qui s'avance face à eux. Ce sera le match de 18h samedi à New York au MetLife Stadium. Très gros test en vue pour Navy, qui va être très intéressant à suivre. Navy qui, derrière, enchaînera sur 4 matchs de conférence. Donc ce sera 4 matchs de conférence, si j'ai de bêtises. Oui, c'est ça, parce qu'ils joueront Rice, South Florida, Tulane et East Carolina avant de retrouver Army. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont... Ouais, non, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà, Navy toujours invaincu en conférence et qui va donc jouer contre Notre-Dame la semaine prochaine. Ce sera très intéressant à suivre également. Il y avait d'autres matchs également en américaine avec Tulane qui affrontait Rice. Tulane qui recevait les Howls de Rice et qui s'en est sorti dans un match vraiment pas facile. Petite performance de leur quarterback Darian Mensah, 152 yards et un touchdown. Il n'a pas été très précis niveau passe pour le jeune quarterback. On rappelle, il est freshman, 12 sur 25 à la passe. Mais on s'en est, on s'est reposé sur le très gros jeu de course de Maki Hugh, le running back de Tulane, 140 yards et un TD. Et à cela, il ajoute également un touchdown à la réception de 29 yards. La Green Wave, il y avait 10 partout au moment d'entrer dans le dernier quart-temps et ils l'ont remporté donc avec un touchdown donc de leur running back Maki Hughes et derrière un scoop and score pour passer à 24-10.
Et puis sur la dernière possession de Rice, une interception pour clôturer le tout. Le quarterback de Rice, E.J. Warner, qui a d'ailleurs vécu un enfer à Tulane avec 3 interceptions. Et le running back Dean Connors de Rice qui a fumble 2 fois, 5 turnovers à 0 dans un match qui était aussi serré avant le dernier quart-temps. On peut dire que c'est la défense qui a clairement gardé Tulane dans le match et qui les a même fait gagner avec ce scoop and score qui fait le break en fin de match. Belle victoire de la part du Green Wave qui continue sa série de victoires puisque c'est la 4e victoire de suite pour l'équipe de Louisiane. Ouais. Et il y a eu aussi, ça c'était dimanche, enfin c'était dans la nuit. Samedi soir tard dans la nuit. Memphis qui affrontait North Texas pour le match de la semaine en conférence américaine. Les Tigers qui s'imposent 52-44 donc dans un shootout. Cette fois-ci, leur défense a craqué, mais l'attaque a tout à fait bien performé. Les équipes, de toute façon, le score a été serré tout au long du match. Chandler Morris, le quarterback de North Texas, qui fait 445 yards, 3 touchdowns et une interception, ainsi qu'un touchdown à la course de 49 yards. Seth Hennigan, lui, fait 319 yards, un touchdown à la passe et un touchdown à la course. Et tous les touchdowns, beaucoup de touchdowns ont été pour Mario Anderson, le running back des Tigers, qui marque 4 touchdowns pour 183 yards. Voilà, c'est un match pour vous dire à quel point ça a été un festival offensif. Il y a eu 6 touchdowns sur les 7 premiers drives. Et Memphis qui a eu sa défense qui a fait la différence malgré le nombre de yards encaissés, parce qu'ils ont récupéré 2 turnovers, dont l'interception finale sur la dernière possession du Mean Green. Ouais, belle victoire de la part de Memphis. C'était les 2 équipes en forme de ce début de saison de North Texas qui décidément passe quasiment toute son attaque par les airs, puisque l'équipe est actuellement parmi les meilleures équipes à la passe. Et ils sont, j'avais la stat, c'est la 3e meilleure équipe à la passe du pays avec 360 yards en moyenne. Il n'y a que Miami et Syracuse qui sont devant eux. Et petit coup d'arrêt pour le Mean Green, mais un sacré match avec énormément de touchdowns, énormément de points marqués. Et effectivement, grosse performance de Mario Anderson Jr. La Pac-12 avec 2 matchs. En même temps, c'est normal, il n'y a que 2 équipes en Pac-12. Avec Washington State, on va commencer par celui-là, puis après, derrière, on parlera du gros match qu'il y avait en Pac-12 qui nous permettra de faire la liaison avec la Mountain West. Mais d'abord, on va parler donc de ce match entre Washington State et Hawaii. Washington State qui recevait les Rainbow Warriors, victoire 42-10. Victoire sans problème pour les Cougars qui menaient déjà 21-3 à la mi-temps, 3 turnovers à 0 en faveur de Wazoo et un match complet de John Mathieu, le quarterback, 295 yards et 3 touchdowns. Rien à redire, Washington State a fait le travail contre Hawaii. Mais il y avait un autre match qui était très important entre la Pac-12 et la Mountain West. C'était entre UNLV et Oregon State. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, Geoffrey ? Donc très très gros match, surtout pour UNLV, Oregon State qui sont un peu saison un peu moyenne de leur côté, mais les Beavers ont commencé très fort le match, puisqu'ils ont pris l'avantage à la course avec 2 touchdowns de Giovanni McCoy, dont un de 71 yards, avant que les Rebels ne réagissent. Malik Williams qui fait un bon match avec 196 yards, un touchdown et une interception, mais surtout 65 yards et 2 touchdowns à la course. Le match a été très serré et le tournant du match, ça a été un punt bloqué en fin de première mi-temps, suivi d'un catch à une main de Balongai qui a permis donc à UNLV de revenir à 1 point à la mi-temps. Et derrière, la défense des Rebels a pris l'avantage avec 6 sacs, 9 tackles for loss et un fumble, ce qui a permis à UNLV de prendre l'avance avec notamment un touchdown de Ricky White, qui fait encore un très très bon match. Et Oregon State a tenté un ultime comeback dans le dernier drive,
et UNLV qui parvient à les arrêter en first and goal avec le chrono qui expire. Donc belle victoire pour les Rebels En déplacement, en qui plus, à continuent Oregon State. en déplacement, qui continuent leur belle saison. Et UNLV, ils sont top 5 du pays à la course, donc c'est le cœur de leur jeu. Et on en parlera à la fin, mais ils seront acteurs du De la plus week gros 9. match de la semaine en week 9 pour tout le groupe of 5, tout simplement. C'est Ouais, le c'est le match match phare. qu'on attend tous, c'est le match dont on parle depuis quelques semaines, puisqu'ils recevront Boise State. On vous en parlera plus en détail après. Malik Williams qui continue d'ailleurs à faire oublier Matsuka. On ne parle plus du quarterback qui avait quitté les Rebels il y a de cela un mois, tellement Williams fait le taf. Et tant mieux pour les Rebels. Et Ricky White, lui, continue de voir son nom monter en flèche semaine après semaine. Le receveur des Rebels est vraiment la belle surprise de cette saison côté UNLV. En Mountain West, du coup, on enchaîne puisque c'est la conférence de UNLV. Il y avait aussi d'autres matchs intéressants, même si. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme match intéressant? On a eu Colorado State qui l'emporte face à Air Force dans la rivalité de l'État du Colorado. Il y avait 21-0 au début du quatrième quart-temps avec notamment un touchdown incroyable à la passe de 85 yards de Fowler Nicolici pour Goody. Air Force qui marquera 2 touchdowns dans le dernier quart-temps pour rien avec une conversion à 2 points loupée. Victoire 21-13 pour Colorado State qui est en 2-0 en Mountain West, mine de rien. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours en course pour une finale de conférence. Et pour Air Force, 6e défaite, quasiment pliée pour un bowl pour les Falcons. Saison à oublier du côté de l'académie militaire de l'Utah. Du Colorado, pardon. Et on a eu d'autres matchs aussi. San Jose State qui l'a emporté contre Wyoming. San Jose State en 3-1 en Mountain West. Donc ils sont en embuscade là aussi pour une finale de conférence. Victoire 24-14 face à une équipe de Wyoming, elle aussi en 1-6. On parle aussi de ce match-là avec Nick Nash, le receveur de San Jose State, qui marque déjà le 11e TD de sa saison avec 904 yards à la réception. Nick Nash qui est un des meilleurs receveurs en termes de statistiques cette Deuxième, saison. Il est deuxième receveur en yard derrière Trey Harris de Ole Miss. Ouais, donc très belle saison de la part du receveur de San Jose State. À suivre donc. Et puis il y a eu d'autres matchs avant de passer à l'autre conférence. Tu peux bien développer les matchs qu'il y a eu. Ouais, Fresno State qui s'est imposé contre Nevada 24-21. Fin de match défensif parce qu'il y a eu 0 point marqué dans le dernier quart. New Mexico qui s'impose face à Utah State, Utah State qui sont en 1-6. Donc pour eux aussi, le bowl c'est quasiment terminé. Et eux aussi, ils ont un excellent receveur avec Jalen Royals, qui est le 4e meilleur receveur du pays en termes de yards, avec 834 yards et 6 touchdowns. Donc c'est un peu le. Utah State, c'est terrible, hein, la défense qui encaisse régulièrement plus de 40 points par match. Ils n'ont pas une mauvaise attaque, franchement, mais c'est juste que la défense, elle prend tellement l'eau à chaque fois que ça enchaîne les défaites du côté des Aggies. Ouais. Et c'est tout pour la Mountain West. Et on va passer à la MAC. Avec Ball State qui se déplaçait chez Vanderbilt. La sensation de la SEC et même une des sensations du college football cette saison. Et les Cardinals font pas un mauvais match. Ils perdent que dans le quatrième quart-temps. Pas de turnover, des drives qui ont été assez longs. Ball State qui a ouvert le score en plus durant ce match. Mais bon, ils ont finalement fini par céder petit à petit avec notamment 2 field goals et un touchdown dans le second quart-temps qui aura fait la différence avec un score de 24-14. Donc une défaite encourageante, mais c'est dommage pour Ball State puisqu'ils sont
eux aussi en grande difficulté cette année et déjà quasiment éliminés pour les bowls. Ça va être compliqué pour eux. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, le premier touchdown de Vanderbilt, qui est une passe de Diego Pavia pour Stowers. Stowers était quarterback à New Mexico State. Et en fait, les deux étaient en compétition pour le poste de quarterback titulaire à l'époque à New Mexico State. Et Pavia ayant remporté la lutte pour ce poste-là, et Listover avait reclassé en tant que receveur tight end. Maintenant, il est tight end et il a lui aussi transfert à Vanderbilt. Mais effectivement, ça c'est une petite histoire rigolote qui vient de New Mexico State, donc avec Diego Pavia qui fait une passe à son ancien QB backup, qui est désormais tight end. Et puis bah ouais, pour Ball State, c'est dommage, ça aurait pu le faire, mais bon, l'équipe a aussi pas mal de limites. Elle est à sa place en 2-5. Tout Il y à avait une fait. rivalité aussi, match de rivalité pour la Michigan Cup, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est le trophée qui se joue entre les trois équipes du Michigan qui sont dans la MAC, Central Michigan, Western Michigan et Eastern Michigan. Il y avait donc un match entre Central Michigan et Eastern Michigan, victoire 38-34 pour les Eagles d'Eastern Michigan, donc l'ancienne fac de Max Crosby notamment. Les Eagles étaient menés de 18 points à l'entrée du quatrième quart-temps après le touchdown de Gavin Harris et ils ont répondu avec la manière, avec 3 touchdowns de suite sans aucune réponse de la part de Central Michigan avec 2 réceptions de plus de 30 yards de Terry Lockett Jr. Terry Lockett Jr. qui fait un match vraiment presque parfait, 3 réceptions, 100 yards, 2 touchdowns. Donc voilà, ça vous place un receveur. Et Cole Snyder, le quarterback d'Eastern Michigan, la soirée avait mal commencé pour lui, avec une interception dès le premier drive. Mais derrière, il a été clutch en fin de match, 300 yards et 3 touchdowns pour lui. Et puis bien sûr, félicitations également à la défense d'Eastern Michigan qui a fait les stops, 3 stops de suite dans le dernier quart-temps, qui a permis donc à Eastern Michigan d'infliger un 22-0, enfin 22-7, puisque Central Michigan avait ouvert en ouverture du quatrième quart-temps, mais 22-0 à la suite pour Eastern Michigan qui l'emporte donc 38-34. Belle victoire de leur part. Du côté de Central Michigan, on aura peut-être regretté le jeu de passe qui n'a pas été très bon, 98 yards seulement à la passe pour Central Michigan. Donc, les Eagles d'Eastern Michigan passent en 5-2 et se rapprochent d'un bowl. Tout à fait. Il y avait d'autres matchs aussi. Ouais, Toledo qui a un nouveau QB starter avec John Allen Richter, petite victoire contre Northern Illinois 13-6 dans un match de MAC. Aucun Ouais. turnover, des stops à la chaîne et le touchdown, ça a été sur un big play, une passe de 52 yards pour Newton. Dans un match qui ne ressemble pas à un match de MAC, par contre, dans le score, Western Et dans le scénario Michigan, aussi. ouais, Western Michigan et Buffalo s'affrontaient. Victoire 48-41 de Western Michigan, des Broncos. Très match vraiment très animé entre les deux équipes. Ça s'est répondu coup sur coup. Et la différence, elle s'est faite dans le second quart-temps. Western Michigan venait de marquer un touchdown sur le kick-off. Bien le retourneur de Buffalo a fumble, ce qui a permis à Western Michigan de récupérer la balle dans la red zone de Buffalo et qui leur a donc permis de marquer 2 touchdowns en 2 possessions de suite. Ça leur a permis de mettre un premier écart dans le match qui a été impossible à rattraper pour les Bulls. Buffalo a tenté de revenir, était pas très loin de le faire, mais Jaden Nixon a tué la fin de match de Buffalo avec un touchdown de 54 yards, pardon. Le running back de Western Michigan, donc, qui permet aux Broncos d'être en 3-0 en conférence avec cette victoire contre Buffalo. Il faudra compter pour eux pour la course à la finale de conférence.
tout à fait. Dans la même soirée, il y avait la Battle of the Bricks, rivalité entre Miami, Ohio et Ohio. Les Redhawks se sont imposés 30-20. Ça met un petit coup à Ohio, hein, qui était pas trop mal aussi en MAC, puisqu'ils étaient en 2-0 avant ce match-là pour la conférence. Bowling Green qui s'impose difficilement contre Ball State 27-6. Hein, ils ont mis beaucoup de temps à faire la différence. Avec encore un gros match, hein, de Harold Fanning Jr. avec 10 réceptions et 171 yards. Hein, lui qui continue de faire partie des meilleures cibles du pays. Et c'était tout. C'est tout pour Oui, la on MAC, a déjà parlé. mais c'est assez resserré, hein, du coup, pour la MAC. En tête de la conférence, ça va être intéressant à suivre au fur et à mesure de la saison. Puisque actuellement, c'est Western Michigan qui est leader, mais il y a un paquet d'équipes qui sont en 2-1 juste derrière. Donc, affaire à suivre dans les prochaines semaines. On passe à la Sun Belt. La Sun Belt avec le match de la semaine en Sun Belt qui était entre Coastal Carolina et Louisiana. Et la victoire des Ragin Cajuns qui l'emporte 34-24 sur le terrain, terrain turquoise de Coastal Carolina. Les Chanticleers n'ont pas fait un bon début de match. Ethan Vasco, leur quarterback titulaire, a été très imprécis. Seulement 3 passes complétées sur 10 et seulement 10 yards. Il a été remplacé par Noah Kim, qui lui aura mieux produit, 182 yards et 2 touchdowns. Trop tard malheureusement parce qu'il y avait déjà 14-0 pour les Ragin Cajuns à ce moment-là et Noah Kim n'a pas réussi à permettre à son équipe de refaire surface, malheureusement, même s'il a bien mieux produit que Ketan Vasco. Le coach d'ailleurs de Coastal Carolina qui n'a pas encore tranché pour la semaine prochaine entre les deux quarterbacks en disant qu'il y avait encore une compétition entre les deux QB, mais c'est vrai que la performance d'Ethan Vasco pose question. Du côté de Ragin Cajun, tout va bien avec un duo Ben Wooldridge et son prénom, et Terrence Carter qui ont été en feu. Le quarterback des Ragin Cajuns réalise 273 yards et 3 touchdowns. Et pour le receveur Carter, c'est 149 yards et 1 TD à la réception. Ils ont été vraiment très très bons les deux dans une équipe des Ragin Cajuns qui enchaîne les victoires désormais, puisqu'ils en sont à 4 victoires de suite après leur défaite qui n'était pas une défaite honteuse en plus face à Tulane. Ils avaient perdu 41-33 face à Tulane. Et depuis, victoire contre Wake Forest. Et derrière, ils ont ouvert le calendrier de conférence avec des victoires contre Southern Miss, App State et Coastal Carolina. Donc Louisiana, c'est très fort en Sun Belt cette année. Et c'est peut-être une équipe qui peut s'inviter dans la course au playoff, peut-être, si ça continue comme ça. Beau match de Braden Bennett, le running back de Coastal, avec 132 yards et un touchdown, mais c'était insuffisant. Et puis voilà, tout simplement, les Ragin Cajuns continuent leur très bonne saison. Par contre, il y a une équipe qui saison quasiment terminée. La saison déraille un petit peu, c'est les Dukes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? James Madison, donc, qui perd à Georgia Southern. Malgré un avantage de turnover de 4-0, mais l'attaque n'arrivait pas à avancer. Alonza Barnett, hein, qui fait un match très moyen avec 186 yards, un touchdown à la course avec un touchdown, pardon, et un 17 sur 33 à la passe. Le jeu à la course n'a pas été bon. La défense de Georgia Southern, hein, qui fait un match excellent, puisqu'ils ont réussi à maintenir cette belle attaque des Dukes en encaissant seulement 7 points, puisqu'il y a eu des points sur un pick six. 6 sacs, 9 tackles for loss pour les Eagles, qui sont à 3-0 en Sunbelt, et James Madison 5-2, 1-2 en conférence, donc et les playoffs et la Sunbelt, ça va être compliqué, donc bon, il y aura sûrement un bol, mais c'est quand même une déception après leur début de saison fantastique. Pour moi, James Madison est déjà out de la course au playoff avec cette deuxième défaite.
Oui, Ça, les playoffs, c'est sûr, mais ils sont aussi presque ouais, out en conférence déjà. Donc, effectivement. Pour la finale de conférence, ça va être compliqué parce qu'en plus, ils ont perdu contre Georgia Southern qui, eux, sont en 3-0. Et Georgia Southern qu'on pourrait retrouver à la lutte pour la finale. On va tout voir à pour fait. eux. Mais l'équipe est assez surprenante. Il y a eu également la Battle for the Belt. Ça, c'est une rivalité dans l'Alabama entre South Alabama et Troy. Victoire des Jaguars 25-9 face aux Troyans. Très bonne défense de South Alabama avec 3 interceptions et ils ont maintenu Troy à 36 yards à la course, ce qui a fait la différence dans le match. Et donc South Alabama met fin à une petite série de défaites quand même. Ils étaient sur 2 défaites de suite et donc ils retrouvent la victoire. Et par contre pour Troy, la saison cauchemar continue avec une 6e défaite cette saison. Les Bulls, c'est quasiment mort pour eux, puisqu'une défaite de plus, c'est terminé. Et vu comment Troy joue, bah, je pense que ça n'ira pas gagner. 5 matchs pour finir la saison. Il y avait d'autres matchs aussi. Marshall qui l'emporte 35-20 contre Georgia State. Georgia State qui n'a toujours pas gagné en conférence cette saison. Old Dominion qui l'emporte face à Texas State 24-14. Match très mauvais du quarterback de Texas State, Jordan McLeod, qui fait moins de 200 yards, un seul touchdown et 2 interceptions. Et pour terminer, Arkansas State qui l'emporte face à Southern Miss 44-28. On termine avec la conférence USA. Ouais, un match qu'on avait annoncé comme étant un gros match dans la conférence et petit upset parce que Western Kentucky qui s'impose à Sam Houston 31-14. Donc un petit upset parce que bon les deux équipes étaient assez proches en termes de niveau, mais Sam Houston qui était en 5-1 et en 2-0 en conférence avant ce match-là. Et Western Kentucky qui s'impose avec un gros jeu à la passe, 281 yards et 3 touchdowns de leur quarterback Veldkamp, avec notamment KD Hutchinson qui fait 3 réceptions, 88 yards et un touchdown. Donc bon, le match était serré jusqu'à la mi-temps, mais en deuxième mi-temps, les Hilltoppers Oui, ils se se sont sont détachés imposés. avec la blessure malheureusement du quarterback de Sam Houston, Hunter Watson, qui se blesse juste avant la mi-temps, qui a été remplacé par Jace Bauer. Sam Houston qui loupe 2 field goals dans le 3e quart-temps. Et puis derrière, ils sont complètement décomposés et Western Kentucky a déroulé sur la fin de match avec des plays en défense, fumble puis une interception, un touchdown de 74 yards de Hutchinson. Donc très grosse performance des Hilltoppers. Et d'ailleurs, petite stat que j'ai trouvé, c'était le 69e et 70e takeaway. Donc takeaway, on parle d'interception et de fumble depuis l'arrivée du coordinateur défensif Tyson Summers en 2022. Eh bien, c'est le plus gros total depuis sur ce span. C'est-à-dire que depuis que Tyson Summers est arrivé à la tête du programme, il n'y a aucun programme dans le pays qui n'a intercepté ou forcé des fumbles autant que Western Kentucky. Donc, performance quand même à noter. Et puis, je sais pas si tu as vu le play du tight end Elijah Son qui a sauté par-dessus un défenseur. Pourquoi je parle de ce play-là? Parce que c'est un ancien nageur universitaire à la base qui était notamment à Texas A&M et à SMU et qui joue maintenant tight end du côté de Sam Houston, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, qui joue du côté de Sam Houston. Mais ouais, effectivement, coup d'arrêt pour Sam Houston. Et puis Western Kentucky, c'était le gros match entre deux équipes invaincues. Donc ça, c'était un très beau match. Et puis, il y a eu un événement. UTEP qui a remporté son premier match de la saison. C'était même le premier depuis 365 jours. Donc ça faisait quasiment un an que l'université de El Paso n'avait pas remporté de match. Ils l'ont remporté face à Florida International avec une grosse performance du running back Javon Jackson, 148 yards et un touchdown à la course. Avec cette victoire de UTEP, Kent State et Kennesaw State sont les dernières équipes sans victoire
en college football, enfin en FBS. Donc voilà pour UTEP. Et puis petite mise à jour, puisque du coup on enregistre cet épisode mercredi et il y a déjà eu des matchs de la 9e semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces matchs-là, Geoffrey? Alors attends, je l'attrape. Parce que du coup c'est des matchs qui Dans les matchs concernent. qui se sont... Ouais, Sam Houston qui s'impose dans un match très très moche contre Florida International 10-7 avec aucun point inscrit en première mi-temps. Donc 6-2, les Bearcats sont qualifiés en bowl. Et Premier bowl de leur Louisiana histoire Tech, en FBS. oui, premier bowl, puisqu'ils sont arrivés en FBS seulement la saison dernière. Et Louisiana Tech qui s'impose face à UTEP, là aussi dans un match pas très très intéressant Ouais. offensivement, 14-10. Et donc UTEP, hein, malgré leur victoire de la semaine dernière, qui sont officiellement éliminés de la course pour les bowls. Puisque on parle de ça, on va faire le point sur les qualifiés en bowl pour le groupe of five. Donc on a Louisiana, les Raging Cajuns qui sont en 6-1 qualifiés en bowl, les Tigers à 6-1, donc les Tigers de Memphis, pardon, Navy qualifié en 6-0, Sam Houston qualifié avec 6-1, et UNLV 6-1 également qualifié, ainsi que Washington State et Army, donc qui étaient déjà qualifiés depuis la semaine dernière. Ouais, ça y est, on commence à avoir des équipes. Et puis il y a des équipes qui vont pouvoir le valider ça dès cette semaine également. Je pense notamment à Liberty ou à Boise State. Donc ça y est, on y arrive, on y arrive. De toute façon, quand les équipes commencent à se qualifier en bowl, on sait qu'on est au milieu de la saison. Donc voilà. On va faire un point sur les playoffs. Qui ira en playoff? Alors là, on en saura beaucoup plus après cette 9e semaine. Oui, on arrêtera de parler, on arrêtera ou pas de parler de cette course à deux en Mountain West, hein, parce que si UNLV s'impose, bah, ils peuvent encore se revoir en finale de conférence. Si Boise State s'impose, même, je pense, enfin, on verra la manière, mais je pense quand même que ce sera pratiquement déjà fait, en tout cas pour la Mountain West. Donc c'est toujours les deux concurrents principaux, donc les Broncos, hein, qui sont la 4e meilleure attaque du pays avec 523 yards par match, et la défense qui produit le plus de sacs avec 4,83 sacs par match. Donc gros morceau pour les Rebels, hein, qui eux sont la 3e meilleure attaque à la course du pays. Donc énorme match à venir. On vous donnera l'horaire juste après. Army et Navy, hein, qui continuent leur Leur chemin. aventure. Leur aventure. Ils sont tous les deux classés. Évidemment, pour Navy, le gros morceau, c'est cette semaine, hein, avec le match contre Notre-Dame à New York au MetLife. Évidemment, en cas de victoire de Navy, il devrait même passer en tête de la course, même devant Boise State ou UNLV. Donc match aussi très très important. Ouais. Tulane et Memphis continuent, eux, Bah, ils sont toujours continuent en d'être là. embuscade. Hein. Ils sont derrière. Eux, leur plan, bah, c'est de ne pas perdre de la saison. Il faut plus qu'ils perdent de la saison parce que il faut qu'ils rattrapent, faut qu'ils aillent choper ce spot en finale de conférence. Tulane a des matchs à venir contre Navy et Memphis. Donc Tulane Ouais. a vraiment l'occasion de repasser devant tout le monde. Memphis, il y a juste ce match contre Tulane en fin de saison parce que sinon ils ont perdu contre Navy et ils croisent pas Army. Et ils sont dans la course, mais ils sont peut-être un peu derrière. Je sais que ESPN a tendance à mettre Tulane devant Memphis dans la course au playoff. Ce que j'ai vu dans leur article de la semaine sur qui était dans la course et qui n'était plus dans la course. Voilà, et puis pour terminer, et là on est vraiment sur du long shot, très long shot, Liberty et Louisiana Monroe
Et j'ai envie de rajouter peut-être Louisiana Lafayette aussi, les Ragin Cajun. Oui, aussi, Qui sont aussi. dans ce span, dans ce groupe-là d'équipes qui sont derrière, qui n'ont pas la grosse victoire qui leur permettrait de passer dans le groupe de tête. Mais si ils continuent à gagner et que les défaites s'enchaînent devant, bah ils vont arriver dans la conversation. Mais pour eux, le chemin est encore long à parcourir. Tout à fait. Un favori d'ailleurs pour Euh, Boise State UNLV. Si tu devais faire moi je vais donner mon petit prono derrière. Bon, je pense Boise State quand même. Hein, je vois pas la défense de UNLV arrêter Gianti. UNLV, je pense qu'ils vont avoir du mal à passer le ballon et du coup, ça va les rendre un peu unidimensionnels, même s'ils sont très forts à la course. La défense de Boise, hein, qui est quand même très très solide. Mm. Donc, je pense Boise d'un touchdown, je dirais. Ouais, je vois un match comme ça. Je pense que ça va être un match avec des drives très longs. Parce que deux équipes qui jouent plutôt à la course. Et comme tu dis, je pense que Boise va. Je pense que le facteur Ashton Genty aussi va faire la différence. Et la très bonne ligne défensive des Broncos aussi, hein, qui est très très forte sur cette saison. Ouais, je vois Boise d'un touchdown, voire même de 10 points. Tu vois, genre une victoire 31-21. Ouais. Faudra quand même faire gaffe à Ricky White, hein, parce que Hmm. si lui par contre s'enflamme, ça Il pourrait. faudra faire gaffe au punt, parce que UNLV est déjà à 3 ou 4 punts bloqués. Donc les équipes spéciales de UNLV qui produisent pas trop mal dans ce secteur de jeu, donc il faudra faire attention aussi sur ce point-là. Mais après, oui, je pense que Boise State est supérieur et aura l'occasion de marquer le coup, parce que ce sera une victoire qui comptera, hein, dans le bilan. Déplacement à UNLV qui est en forme. Bien sûr, bien sûr. Après, ça Euh, n'exclura pas UNLV de la course à la finale de conférence, par contre, puisque ils seront toujours non, dans non, la mais course. ça va se compliquer un petit peu quand même pour les Rebels. Et ce sera donc samedi, enfin dans la nuit de Ouais. vendredi à samedi à 4h30 du matin. C'est rude, hein, Ouais, comme horaire. ce sera le replay du samedi matin au réveil. Mais voilà, Hop. ça peut faire un replay sympa samedi matin en se levant. Ouais. Euh, dans la suite des autres matchs, samedi à 18h, Navy contre Notre-Dame à New York. Ouais, Et, attention à l'upset alert, hein. Franchement, ah oui, oui. il y a moyen que Navy. En tout cas, je pense que ça va être un match disputé jusqu'à la fin et que ça va se jouer à une possession. Ouais. Je pense par contre que les defensive backs de Notre-Dame vont empêcher les big plays habituels que Navy a à la passe et ça va peut-être un peu handicaper l'attaque des midshipmen En tout cas, parce qu'ils vont. on a un vrai beau match Group of Five contre Power 4. Parce que Notre-Dame bon, est indépendant, mais c'est considéré Power 4. On a un vrai beau match à 18h, donc ça, vous avez aucune excuse pour le louper. Celui-là, il est à une heure parfaite. En plus, au MetLife Tout à Stadium et fait. tout. Donc, ça va être cool. Il y a un autre match aussi que j'ai noté. Super match en American. Tulane qui se déplace à North Texas. Deux équipes qui sont quand même en forme mine de rien. North Texas qui a perdu contre Memphis, mais vraiment dans un très beau combat, dans un très beau match. Attention, la saison de Tulane va peut-être s'arrêter dans ce match-là. En tout cas, les espoirs de playoff s'arrêteront peut-être sur ce match-là à North Texas. Il va falloir bien le négocier pour la Green Wave face à l'incroyable attaque à la passe de Chandler Morris et du Min Green. Ça peut être un match très sympa à suivre et ça peut être un peu un shootout aussi ce match-là. On verra. Mais ça sera intéressant à suivre. Complètement. Il faut que Darian Mensah soit prêt. Parce que si c'est un match où North Texas commence à prendre l'avantage sur un jeu de passe et qui force Tulane à aussi accélérer un peu ses possessions pour revenir, ça va être intéressant à suivre. Pour moi, il faut que Tulane arrive à développer son jeu au sol Ouais, avec ralentir le Hughes. match. Parce que ouais, si Darian Mensah doit suivre le rythme de Chandler Morris et On ne pourra Sheffield, pas. il n'y arrivera pas. Donc, faut que Tulane arrive à mettre en place un jeu au sol. Ouais, effectivement. En tout cas, match très sympa à suivre à 18h également.
Samedi 21h30, j'ai noté ce match-là parce que c'est un match de MAC entre deux équipes qui ont un début de saison pas trop mauvais, qui sont en 2-1 et qui sont potentiellement des finalistes dans la conférence. Bowling Green qui se déplace à Toledo. Donc voilà, petit match de 21h30. Après, le reste du slate à 21h30 n'est pas incroyable. Il n'y a pas tant de matchs que ça en plus sur cette week. Beaucoup d'équipes qui sont en bail. Donc voilà, petit Ouais, match à bah, 21h30. la MAC qui va se décaler Ouais, qui va bientôt passer en semaine. semaine, tout à fait. Samedi à 22h, on se rappelle au bon souvenir de la Pac-12 avec Oregon State qui se déplace à California. Un match qui peut compter pour la qualification en bowl, des deux équipes. Mm. Cal qui avait fait un bon début de saison qui a un peu plus de mal là désormais. Ouais, il freine un peu. Oregon State qui est un peu incertain, donc il pourrait être à 5-2 après ce match-là, donc ça va compter pour la qualif en bowl. À 23h, Louisiana Monroe se déplace à South Alabama, donc un match très très important pour les Warhawks, qui doivent continuer de s'imposer pour rêver, pourquoi pas des playoffs, mais surtout Ouais, d'aller en d'une Sun finale. Belt. Et puis un bowl. Et puis un bowl, oui, parce Parce que que s'ils l'emportent, ils sont en bowl et ce serait la première fois depuis 2018, je crois bien. oui, c'est ça. Donc ce sera cool à suivre. Je suis même pas sûr. Dans 2018 ou c'est peut-être même plus. Non, c'est 2018. Ouais, mais ils sont pas souvent en bowl, de toute façon, dans leur histoire, Non. les Warhawks. Donc ça va être cool à suivre. Non, depuis 2012, leur dernier bowl, c'était en 2012 et c'est leur seul bowl. En 2018, ils étaient à 6-6, mais ils se sont pas qualifiés en bowl. Ouais, Ouais, il y a quelques saisons où c'est ça peut ça. arriver. En 2012, donc ça fait 12 ans qu'ils ne sont pas qualifiés en bowl et c'était le seul bowl de leur histoire. Donc on peut vivre un moment d'histoire pour les Warhawks. Mais attention parce que South Alabama n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et puis pour terminer, dimanche à 2h. Alors dimanche à 2h, je sais pas si c'est le 2h d'avant le changement d'heure ou le 2h d'après le changement d'heure. Puisqu'on rappelle qu'on va changer d'heure ce week-end. Les Américains, eux, ne changent pas d'heure. Non, ils changent pas d'heure. Donc le match est prévu à 2h, mais c'est sur ESPN. Il y a tu sais, il s'adapte aux heures selon où tu regardes Oui. sur le site. Il est noté à 2h. Alors je sais pas si c'est le premier 2h du mat, parce que je crois que c'est à 3h du mat qu'on passe à 2h du mat. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Donc à 2h du mat, je sais pas lequel. Il y aura San Jose State qui se déplacera à Fresno State. Match sympa entre deux équipes pas trop mauvaises de la Mountain West. En plus d'être une petite rivalité californienne. Les deux équipes n'ont qu'une défaite en Mountain West et le perdant serait quasiment out de la course à la finale. Donc ce sera intéressant à suivre. Ouais. Puis il n'y a Et pas trop d'autres matchs de fou. Ouais, et après à 4h30, tu as un San Diego State contre Washington State. Alors moi j'ai Et 3h30. Ah oui, 3h30. Ok, oui, c'est à cause, là, c'est On à sera. cause du changement d'heure. Ouais, Et San Diego State qui est pas mauvais en ce début de saison. Washington State, enfin, de toute façon, c'est des futurs adversaires de conférence. Donc, ouais, donc ça sera sympa à suivre également. Et voilà, voilà. Donc si vous devez retenir deux matchs très importants, c'est le Boise State UNLV et Navy Notre-Dame. Voilà. Et je pense que dans le prochain podcast réservé au Group of Five, la course, il y aura déjà un peu plus de clarté, c'est clair. Eh bien, merci à toi, Geoffrey, encore une fois, de m'avoir accompagné sur cet épisode-là. Et puis, avec plaisir, Maxence. on Et vous à dit, bientôt. ouais, on vous dit à bientôt et à la prochaine. Ciao tout le monde.